Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants et je veux que vous sachiez que c'est un immense honneur pour moi de vous compter sur ma chaîne. Merci d'avoir souscrit et j'espère que vous continuerez de trouver que le contenu que je fais est de qualité suffisante pour vouloir rester abonné. En tout cas, voilà, merci, c'est un immense plaisir pour moi et c'est un honneur de vous avoir. J'aimerais aussi remercier Endermarch qui, qui est là depuis le début. Il est là depuis le début de la chaîne, c'était un des premiers à souscrire et qui m'encourage à revoir le son, puisque la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai fait exploser les tympans. Je m'en excuse. Et du coup, Endermarch 1632, j'aimerais que tu saches, si tu m'entends, que tes conseils ont été pris en compte et que normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Merci pour ta patience et pour tes commentaires et tes encouragements. Alors, à la base, j'avais fait cette chaîne puisque je voulais parler des problèmes que les hommes rencontrent au tribunal des affaires familiales lorsqu'ils se séparent d'une femme toxique. Et je me suis un peu plus redirigé sur le contenu Red Pill parce que je voulais faire des réactions aussi, hein, un petit peu, et je voulais parler des choses comme le dating et comme les difficultés que les hommes et les femmes ont en ce moment, puisque nous avons beaucoup de difficultés. Rien que pour débattre et pour nous entendre, déjà, c'est difficile. Et je m'étais un peu du coup éloigné du sujet principal de cette chaîne. Et l'autre jour, je suis tombé, enfin la semaine dernière, je suis tombé sur un article, puis je suis tombé sur cette vidéo et je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une petite vidéo là-dessus pour bien présenter les choses et pourquoi les hommes se battent. Parce que vous allez voir qu'elle va un peu incriminer dans sa vidéo la raison pour laquelle les hommes se battent. Et moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, tout simplement. Et on va essayer de décortiquer tout ça, d'analyser, de critiquer ce qu'elle dit, en restant poli. Mais je ne vous cacherai pas que ce qu'elle va dire, moi, ça a le, comment dire, c'est le genre de choses qui m'énerve. Parce que c'est tellement dénué de sens que ça devrait être flagrant que ce qu'elle dit, en fait, n'a pas énormément de sens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir. Alors, en ce dimanche matin, je sais que je vais m'attirer les foudres des réseaux sociaux, mais je le lis trop souvent et je dois intervenir. Je lis trop souvent que le JAF et la loi ne respectent pas les pères. Et que ce que je lis dans vos commentaires, c'est ce que j'entends dans des associations de papas et c'est ce que répètent des milliers d'hommes qui ont le sentiment d'avoir été broyés par un système fait pour les mères. Alors, déjà, il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est que c'est pas un sentiment. Parce que si des associations pour les pères et que des milliers d'hommes te le disent, c'est qu'ils ont forcément vécu quelque chose. Tu vois, donc c'est pas un sentiment. De plus, les lois autour de la famille n'ont pas été modifiées depuis des années. Par exemple, les prestations compensatoires et les pensions alimentaires ne sont plus, ne suivent plus l'évolution du monde. À l'époque, ces lois-là avaient été mises en place pour les femmes qui ne pouvaient pas travailler. Aujourd'hui, elles travaillent. Et du coup, ça a créé un peu une imbalance parce qu'il y a certaines femmes qui se disent qu'elles peuvent utiliser ces lois-là sur le long terme, c'est devenu un investissement, pour essayer de capitaliser sur les enfants, instrumentaliser les enfants pour avoir plus de revenus et vivre leur vie. Et si vous ne me croyez pas, ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo sur la proposition de loi visant à modifier le devoir conjugal, vous aurez vu qu'à la fin, il y a une femme qui vous dit, hein, parce que je vous avais mis une vidéo, parce que moi-même, j'en étais parvenu d'avoir trouvé cette vidéo-là. Et je me disais, mais je vais en faire une vidéo et je vais l'ajouter dans ma vidéo. Vous vous rappelez de la jeune fille de 25 ans, 26 ans qui disait, ah ben je suis une femme toxique, j'aime les hommes toxiques, ce que je compte faire, the dérive, c'était le mot qu'elle avait utilisé, the dérive. Ce que je compte faire, c'est me mettre en couple avec un bon gars bien crédule, lui faire croire que je l'aime, lui faire des enfants, et quand j'en aurai marre de cette vie et de cette routine, je vais juste le divorcer, je vais me trouver un Tchad plus jeune qui sera en mode Caro Cougar, et je vais vivre ma vie. Et je prendrai mes enfants, j'utiliserai la garde partagée pour avoir mes enfants 2 semaines sur 4. Comme ça, il y a 2 semaines où je serai une maman, il y a 2 semaines où je pourrai m'amuser. Et vu que mon bon gars, mon bon simp, sera un bon gars, il sera capable d'être en bon terme avec le nouveau Tchad. C'était ce qu'elle avait dit. Vous voyez, donc elle planifiait le divorce avant même d'avoir un couple stable et des enfants. Vous voyez. Donc, quand vous avez ces choses-là, est-ce qu'on peut vraiment dire, quand vous avez des femmes qui prennent la liberté de faire ce genre de vidéo, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un sentiment? Et je vais même surenchérir pour faire un exemple qui est
pourtant flagrant, qui est l'éléphant au milieu du salon, mais que pourtant personne ne veut adresser de peur de se faire traiter de misogyne, moi j'ai pas peur de ça, maintenant je le porte fièrement, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Vous avez des femmes, hein, pour ne pas les nommer, les féministes radicales, qui vont interpréter les statistiques à leur sauce, qui vont vous dire que la misandrie est comment dire, une réaction naturelle à la misogynie, parce que 0,8% de la population mondiale des hommes, qui est à peu près de 4,17 milliards d'individus, sont violents, font du V et font tout un tas d'autres choses qui sont des délits ou des crimes à l'envers des femmes. Et elles vous diront, oui, ça justifie que tous les hommes sont mauvais. Ça justifie la misandrie. Ça, c'est un sentiment. C'est le sentiment que parce qu'il y a une minorité de femmes une minorité d'hommes font des choses malsaines, criminelles et dégueulasses, ça justifie, ça donne le sentiment de justification de la misandrie. Mais quand vous avez des hommes qui vous présentent des cas concrets, où ils ont des preuves qu'une femme s'est mal comportée, qu'une femme était violente, elle était manipulatrice, elle était toxique, qu'ils ont la preuve de ça, et qu'on décide juste de ne pas prendre en compte leurs preuves pour telle ou telle raison, et qu'on va laisser la garde des enfants, la garde principale ou la résidence principale des enfants à une femme comme ça, c'est plus un sentiment. Là, ça devient une réalité. Mais bon, on va la laisser continuer de parler, on va voir ce qu'elle a à nous dire, parce que je sens que il va y avoir beaucoup de choses à dire, même si sa vidéo ne fait que 4 minutes 10. Je comprends tellement cette douleur. Je comprends la rage d'un père à qui on retire du temps avec ses enfants, voire qu'on lui retire ses enfants. Je comprends l'incompréhension. Je comprends le sentiment d'injustice, de colère. Ce sont des Elle a encore utilisé le mot sentiment. C'est pas des sentiments, c'est des réalités. réactions humaines face à une situation qui touche et qui touche à ce qu'il y a de plus vital. Mais ce qui me choque, ce n'est pas la colère. On a le droit d'être en colère. Ce qui me choque, c'est l'aveuglement sur ce que cette situation révèle. Parce que voilà ce que je vois, moi, depuis presque 10 ans que j'exerce. Des pères qui se sont laissés prendre par le conflit, qui ont passé des mois, parfois des années, à se battre contre leur ex au lieu de construire quelque chose pour leurs enfants. Des mois à accumuler des pièces pour prouver que la mère avait tort, était folle, était manipulatrice. Et peut-être l'est-elle d'ailleurs. Des mois à contester, à attaquer et à refuser, sans jamais se poser la question. Qu'est-ce que je construis, moi, en face? Qu'est-ce que je construis, moi, face à ce comportement délétère que j'ai à affronter? Et qu'est-ce que je construis, moi, pour le bien-être de mes enfants? Et entendons-nous bien, et j'espère que tous ceux qui seront dans cette situation écouteront cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je ne dis pas que les mères n'ont pas de tort. Il y a des mères qui instrumentalisent les enfants. Il y a des mères qui mentent devant un juge. Il y a des mères qui empêchent délibérément le lien avec le père. Ça existe et c'est grave. Mais ça ne change rien à la question fondamentale. Mais la question fondamentale dans ce cas-là, c'est pas qu'est-ce que nous construisons pour les enfants, c'est qu'est-ce que fout la justice. Qu'est-ce que fout la justice? Pourquoi c'est le rôle et c'est la responsabilité des pères de construire quelque chose quand la mère, de son côté, elle ment, elle manipule, elle instrumentalise les enfants, elle aliène les enfants contre le père et que du coup, elle détruit la santé psychologique de ces enfants. Nous, on doit construire quelque chose, mais elle, faut la laisser détruire les enfants, du coup. C'est intéressant quand même comme point de vue. Enfin bon. Après, ça reste que mon point de vue, c'est que mon interprétation du discours. Mais venir nous dire c'est pas ça le plus important, bah en fait si. Parce que quelqu'un qui est détruit mentalement, tu peux lui donner toute la richesse du monde, il saura pas bien, il saura pas quoi en faire, il sera quand même toujours détruit mentalement. Donc, tu parles de conflit. Il faudrait identifier la source du conflit dans ce genre de situation. Précisément. Parce que faut pas blâmer le père qui est pris dans le conflit. Faut pas blâmer le père qui est en colère parce que il essaye de prouver par X ou Y raison et X ou Y pièce que les accusations de madame sont mensongères, que madame manipule, essaye de manipuler et de donc pervertir le cours de la loi et pervertir les décisions du juge. Parce que comme vous l'avez dit, mentir à un juge c'est grave, c'est même délictuel en fait. Du coup, qu'en est-il? Pourquoi est-ce que c'est les pères qui doivent prendre la responsabilité de ce qu'ils construisent et de ce que la mère détruise de son côté?
en les privant de voir leurs enfants? C'est ça la vraie question. C'est pas qu'est-ce qu'on construit. Ce qu'on construit, c'est sûr que c'est important. Mais c'est pas ce qui devrait être mis en avant au niveau des juges. Si on veut protéger les enfants, on commence par protéger leur santé mentale, leur bien-être intérieur. C'est ça qui compte. C'est pas les biens qu'on peut produire. Tu peux devenir millionnaire. Si ton fils il est détruit, il est détruit. Donc c'est quoi ces conneries? Pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, je suis quand même choqué. Moi, laissez-moi vous le dire. Qu'est-ce que vous, en tant que père, avez construit comme projet pour vos enfants? Pas contre la mère, mais pour les enfants. Et qu'est-ce que la mère, elle a construit pour les enfants? Pas contre le père, mais pour les enfants. Ça aussi, c'est une question que les juges devraient se poser du coup. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que je suis fou, hein. Encore une fois, moi, j'ai pas 10 ans d'expérience en coach de divorce, j'ai 15 ans d'uniforme. J'imagine que ça se vaut quand même un petit peu. Quand un père arrive devant un juge avec un dossier entier consacré à démolir la partie adverse, mais sans aucun projet structuré pour ses enfants, pas de proposition concrète d'organisation, pas de réflexion sur le quotidien, pas de vision claire de ce qui est possible de construire, de mettre en place, même petit à petit, même au fur et à mesure du temps. Mais qui te dit que c'est pour détruire la mère? Peut-être c'est pour se défendre. Donc le père, il n'aurait pas le droit de se défendre face à une mère qui est manipulatrice, qui l'empêche de voir ses enfants. Il n'a pas le droit de prouver que sa mère, enfin que son ex-femme, que la mère de ses enfants, fait tout pour rendre les choses difficiles. C'est forcément pris, c'est forcément perçu comme une attaque sur la mère, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible ce qu'on nous dit là. Donc, grosso modo, tu nous disais au début de la vidéo que c'est un sentiment, et là, tu es en train de nous dire que bah, les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Donc, c'est pas un sentiment à la fin. C'est bien une réalité. Et ces associations et ces milliers d'hommes, ils ont raison du coup. Puisqu'apparemment, se faire tirer dessus, eh ben, au lieu de se planquer dans les tranchées, il faut juste sortir et puis mettre les bras comme ça, écarter les jambes et dire vas-y, tire, où tu veux. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le juge, lui, ce qu'il voit, c'est un parent en guerre et il ne voit pas un père. Oui, mais qui cause la guerre? C'est ça. Faut arrêter de juger le père. Si c'est la mère qui cause la guerre, si c'est la mère qui cause le conflit, c'est elle qu'il faut punir, c'est pas le père. Ou alors les juges sont complètement débiles. Peut-être qu'ils ont passé trop de temps à coller des vagins sur les portes de Sciences Po plutôt que de participer au cours sur l'impartialité, ce que j'avais dit dans mon autre vidéo. Je sais pas, hein, c'est juste une supposition. Et le JAF ne protège pas les mères contre les pères. Le JAF protège les enfants. Et un juge qui doit trancher entre un parent qui attaque et un parent qui propose, il choisira toujours celui qui place l'enfant au centre de sa réflexion. Mais alors du coup, est-ce qu'une mère qui empêche un père de voir ses enfants et qui empêche donc un enfant d'avoir un contact avec ses parents, une mère manipulatrice, une mère qui fait de l'aliénation parentale, est-ce qu'elle place l'enfant au centre des choses ou alors est-ce qu'elle utilise l'enfant, est-ce qu'elle instrumentalise l'enfant pour non seulement avoir des revenus supplémentaires, mais en plus pour faire du mal au père? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une femme qui fait ça place l'enfant au cœur des choses? Puisque ce genre de choses-là qui arrivent, c'est quand il y a des conflits. Vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'une mère qui fait ça place l'enfant au centre de sa réflexion? Je ne pense pas. Et si les juges sont incapables de déterminer quand un parent fait ça, peut-être qu'ils ne devraient pas être juges. Plutôt que de dire que c'est la faute des hommes. Peut-être que les juges devraient juste rendre leur robe et aller bosser chez McDo, s'ils comprennent rien à la vie. Mais je vais vous dire, moi, moi quand je suis passé au tribunal, une des juges qui a géré mon affaire, elle avait 26 ans. Elle venait juste de sortir de l'école, elle était en stage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'une meuf qui sort de l'école, qui a aucune expérience, qui a passé 5 ans, 6 ans à l'école à réviser les lois, elle vient prendre des décisions sur la vie de mon fils. Comment vous voulez que ça aille bien? Comment vous voulez que ça aille bien dans ce genre de situation? Enfin voilà quoi. Je veux pas lui lancer des pics. Mais il y a un moment, faudrait peut-être remettre les contextes à leur place et les barres sur les T, les points sur les i. Le drame, c'est que la plupart de ces pères sont des pères impliqués, des pères présents, des pères aimants, des pères qui comptent dans la vie de leurs enfants. Mais le conflit les a avalés. La douleur les a enfermés dans une posture de combat devant un tribunal. Mais qui a créé le conflit? Qui a créé le champ de bataille? Qui a créé la douleur? Pourquoi on blâme les pères parce qu'ils réagissent
à quelque chose sur lequel ils n'ont aucun contrôle. C'est ça la question. Et cette posture, devant un tribunal, produit exactement l'inverse de ce qu'il recherchait. Ce n'est pas le système qu'il faut changer en premier, c'est la manière dont on doit y entrer. C'est de la stratégie, c'est la construction d'un projet. Du coup, tu précises bien avec cette phrase que c'est pas un sentiment. Si c'est de la stratégie, parce qu'à la base, la justice, elle est supposée être, normalement, hein, de ce qu'on nous dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis rentré à la police. On m'a dit, la justice est supposée être naturelle et honnête. Et là, tu es en train de me dire que c'est une stratégie. Donc, c'est ni naturel ni honnête, en fait. C'est un stratagème, c'est un subterfuge. Et la manière dont on y rentre dépend fortement de notre sexe, parce qu'un père, c'est un homme. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un sentiment d'injustice? Puisque là, tu viens de nous dire qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on fasse des stratagèmes et tout, et gna gna gna. Voyez, même pas en 5 minutes, hein. Sa vidéo fait 4 minutes 10. Elle se bouffe la langue 10 fois dans sa vidéo. Oui, c'est un sentiment. Ah oui, au fait, hein, c'est un projet, hein, c'est stratégique. Ah, mon Dieu. C'est la capacité à montrer au juge non pas que la mère a tort, mais que vous êtes un bon père et qui pense d'abord à ses enfants et qui veut être avec ses enfants. D'accord. Donc, si la mère aimant, qu'elle dit qu'on tape nos enfants, tout ça, nous, faut juste dire, oh, ben, j'ai envie d'être avec mes enfants. Ouais, non, ouais, ouais, non, c'est vrai, on les tape, c'est vrai, on a fait ci, c'est vrai, on a fait ça. Vraiment? Vraiment? Mentir pour essayer de réduire les chances de quelqu'un dans un tribunal, normalement, c'est supposé être un délit. C'est ce qu'on appelle de la perversion. Et vous êtes en train de nous dire qu'on doit juste laisser passer ça au-dessus de nous, hein, laisser des accusations calomnieuses à notre encontre sans même les contester, pour dire, bah oui, moi, ce que je mets en avant, c'est mon enfant. D'accord. Ok. Bah écoutez, changez de métier, madame. Et qui construit un projet parental. Tu peux pas construire un projet parental avec quelqu'un qui va tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de tes droits, d'être dans la vie de tes enfants. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ou alors il faut que tu laisses tomber tout, que tu dises, bon, bah puisque c'est comme ça, je laisse courir. Et une fois qu'un homme fait ça, on vient dire qu'il abandonne sa famille, on vient le pointer du doigt, on vient lui dire que c'est un bon à rien, qu'il se bat pas assez fort. Donc c'est pour ça que les gens disent, eh ben faut plus se mettre en couple, faut plus faire d'enfants, faut plus jouer au jeu, c'est un jeu qui est truqué, c'est pour ça qu'on vous le dit. Et là vous nous précisez exactement la même chose. Vous nous le dites avec vos mots. Vous essayez de tourner autour du pot. Vous dites que c'est les hommes, les tribunaux blâment les hommes parce qu'ils réagissent à un problème qu'ils n'ont eux-mêmes même pas créé. Et ensuite vous étonnez que les hommes ils en aient ras le cul. Eh vas-y, laisse tomber, hein. Et quand on s'en rend compte trop tard, la machine judiciaire, elle est lancée. Les pièces sont au dossier. Et tout ce qu'on a dit ou écrit sous le coup de la colère est devenu la preuve que le juge utilisera pour décider. D'accord. Eh ben faudrait peut-être changer les juges. Peut-être que c'est les juges qui sont mauvais. Parce que si une femme peut faire tout ce que vous avez dit dans votre vidéo, et qu'elle peut avoir la garde ou la résidence principale des enfants, et continuer de foutre la merde dans la vie de ses enfants et de détruire leurs chances, c'est que le juge a été mauvais en fait. C'est pas la faute du père. Désolé de vous le dire. Enfin bon voilà. Je voulais vous montrer un autre truc, mais avant ça j'aimerais vous parler de l'histoire de la Lorna. Puisqu'on est dans le thème des mères manipulatrices, malades et tout ça. La Lorna, en fait, c'est une histoire folklorique du Mexique, hein, c'est hispanique. C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur et leur dire de ne pas s'approcher des cours d'eau. En fait, la Lorna, c'est une femme qui était jalouse de la relation que ses enfants entretenaient avec leur père. Et du coup, elle les tue, elle les a noyés dans une rivière. Et aujourd'hui, pour faire peur aux enfants, on leur dit ne t'approche pas trop de la rivière, du fleuve ou du cours d'eau, parce que si tu y vas tout seul sans tes parents, la Lorna va venir et elle va te noyer dedans. Vous savez, c'est un peu comme le monstre du placard. Quand on dit aux enfants qui sont pas sages, on leur dit ah, si t'es pas sage, il y a le monstre qui va venir. Bah là, c'est pareil. Et en fait, la Lorna, c'est une histoire qui représente bien beaucoup de femmes modernes aujourd'hui, quand vous vous séparez. Vous voyez? Parce que même si elles n'assassinent pas leurs enfants physiquement et à proprement parler, ce qu'elles font quand elles les éloignent de leur père et qu'elles les mettent au milieu de conflits pour essayer de porter atteinte à la santé mentale de leur père, en fait, elles détruisent la santé mentale de leurs enfants dans le procédé. Et vous savez, un enfant, c'est comme une éponge. Un enfant, quand il voit quelqu'un en détresse, vu qu'il est gentil,
puisque la bonté, et les enfants ont la bonté en eux avant d'apprendre la réalité. Hein, ils vivent dans le monde des bisounours, pour eux, tout le monde est gentil. Les enfants, dans ce genre de situation, bah, ils vont essayer d'apaiser le parent qui est dans un état de détresse. Et souvent, c'est vu, c'est mal compris par tout ce qui est assistante sociale, tout ça. Les assistantes sociales se disent ah bah il a l'air plus proche de sa mère. Mais le problème, c'est que des fois, la mère, elle est tellement zinzin qu'ils vont essayer de calmer la mère. Et ça, c'est mal interprété. Vous comprenez? Et du coup, bah, la Lorna, en fait, elle tue ses enfants par jalousie. Parce que elle se dit que s'ils aiment plus leur père, alors leurs pères ne peuvent pas les avoir. Et là, Lorna, en fait, elle est dans beaucoup de femmes aujourd'hui. Puisqu'elle détruit la vie à petit feu de ses enfants. Et du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé, enfin, pas aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai trouvé un article, et ça m'a fait penser à l'histoire de la Lorna. Une mère et sa fille, toutes deux pom-pom girls, décèdent dans un appartement meurtre-suicide après des années de bataille pour la garde, selon les médecins. Tonya McGeehan et Addie Smith, âgées de 11 ans, ont été retrouvées mortes dans une chambre d'hôtel à Las Vegas, lors d'une compétition de cheerleading. On va fermer ça, c'est énervant. Voilà. Une mère de pom-pom girl de l'Utah qui, selon la police, a tiré sur sa fille de 11 ans avant de se retourner l'arme contre elle dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. 2 coups de feu ont été tirés, du coup. Était engagée depuis des années dans une âpre bataille pour la garde de sa fille avec son ex-mari. Depuis leur divorce en 2015, selon les documents judiciaires. On va refermer ça parce que c'est énervant. La police métropolitaine de Las Vegas n'a pas encore révélé publiquement l'identité de la mère et de sa fille retrouvées mortes dimanche à l'hôtel Casino Rio. Cependant, des documents judiciaires et des membres de la famille les identifient comme étant Tonya McGeehan, 38 ans, et Addie Smith, 11 ans. Les documents judiciaires consultés par Fox News Digital montrent que McGeehan et le père d'Addie, Brad Smith, ont passé près de 10 ans à se battre pour la garde de leur fille. Les juges imposant des protocoles d'échange détaillés régissant comment et où les parents pouvaient se la remettre. Conformément aux décisions de justice antérieures, les parents devaient se garer à 5 places d'écart lors de l'échange de garde à l'école, Addie devant se déplacer seule entre les véhicules. En dehors des heures de classe, les échanges devaient avoir lieu devant le commissariat de police de Herriman à 9 heures. Le tribunal leur avait également interdit de filmer ces échanges et les avait obligés à communiquer via une application de garde approuvée par le tribunal. Donc en gros, il y a dû y avoir de la violence conjugale aussi. Et c'est pour ça que ces mesures ont été mises en place. C'est pour avoir un contrôle sur ce qu'il se passe. Parce que quand vous utilisez une application comme ça, les tribunaux peuvent revoir en temps réel ce que vous faites, ce qui est dit, quoi. Et ils peuvent évaluer l'intensité et la qualité des échanges, vous voyez. C'est vraiment pour les gens qui sont immatures et qui peuvent pas mettre les choses de leur côté, qui peuvent pas se comporter en parents responsables. C'est la dernière, c'est la dernière limite avant l'ASE, ça, généralement. En 2020, McGeehan a temporairement perdu la garde de sa fille après qu'un juge ait estimé qu'elle avait eu un comportement susceptible d'éloigner son père. N'est-ce pas, Sandrine Merci? Selon les documents obtenus par Fox 5 de Las Vegas, en 2024, les parents ont conclu un accord de garde partagée, alternant les semaines. La mère et la fille se trouvaient à Las Vegas pour une compétition de cheerleading lorsqu'elles ne se sont pas présentées dimanche matin, ce qui a incité les autorités à vérifier leur bien-être, ont indiqué les autorités. Le New York Post a également rapporté que McGeehan avait récemment reçu des SMS méchants de la part d'autres parents de l'équipe de cheerleading Utah Extreme Cheer de sa fille. Connie McGeehan, la mère de Tonya, a déclaré aux médias que sa fille avait des problèmes avec une ou deux autres mères de l'équipe et que les tensions s'étaient intensifiées environ un mois avant la tragédie. Donc, la mère de 38 ans, la mère de la gamine, avait des problèmes avec les autres parents. Je ne suis pas surpris du tout. Vous voyez? Et que la grand-mère, elle ait parlé en son nom, moi je trouve que ça veut mettre... C'est relevant de certains problèmes. Vous voyez, on peut déjà s'imaginer certaines choses.
Mais moi, je vais vous dire une chose, hein, parce que les féministes, elles adorent mettre des statistiques en avant, mais il y a deux statistiques qu'elles ne sont jamais fières de mettre en avant et qu'elles essayent de cacher le plus qu'elles le peuvent. Et ça vous les ferez bugger si vous mentionnez ces deux statistiques. La première, c'est le taux de violence conjugale au niveau des couples lesbiennes, qui est le plus haut. Quand vous leur dites, bah, si c'est les hommes le problème, elle leur explique pourquoi les lesbiennes, elles se tapent plus sur la tronche que deux hommes ensemble ou un homme et une femme. Et généralement, ça les fait bugger. Et l'autre truc, ce dont elles ont horreur que vous mettiez sur la table, c'est le fait que les femmes détiennent le pourcentage le plus haut d'infanticide. Non, c'est pas une blague. Il y a plus de femmes qui tuent leurs enfants que d'hommes. Et, arrivés en seconde place, ce sont les beaux-parents, les beaux-pères, qui eux aussi, des fois, peuvent briller et tabasser votre fils. Vous voyez? Mais ça, on vous le dira pas, ça, on essaie de le cacher. Et quand vous mettez une féministe face à sa merde avec cet argument, tu lui dis, ah, t'aimes bien les statistiques, explique-moi ces statistiques-là. Ah bah d'un coup, ça bug, il n'y a plus personne. Et généralement, c'est là qu'elle vous insulte et qu'elle vous bloque, hein, si vous êtes sur X, par exemple. Lors de la dernière compétition, une autre fille a été éliminée et certaines mères disaient que c'était à cause d'Adi. Donc là, on parle de la fille de 11 ans. A déclaré Connie McGeehan au poste, elles envoyaient des textos méchants à Tonya et blâmaient Adi. Le Poste a cité une source proche de l'équipe selon laquelle une altercation aurait récemment eu lieu entre McGeehan et une autre mère dans la salle d'attente. Cory Uyetake, propriétaire de l'équipe UXC, a déclaré au journal être au courant des échanges entre McGeehan et certains parents, mais a précisé que tout semblait normal lors du déplacement de l'équipe à Las Vegas. Une autre mère de Pom Pom Girl qui s'est entretenu avec Fox News Digital a confirmé qu'il y avait eu des tensions entre certains parents, mais a déclaré que l'attention se portait désormais sur les enfants en deuil. Grosso modo, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'il y avait bien des tensions, probablement à l'origine de la mère de la gamine, de Tonya, la mère de Adi. Elle a indiqué que sa fille était très affectée par cette perte, mais qu'elle prévoyait de lancer l'année prochaine un programme de sensibilisation à la santé mentale et de prévention du suicide dans son école en l'honneur de son ami. Le lieutenant Robert Price de la brigade criminelle de la police de Las Vegas a déclaré que les agents avaient été appelés à l'hôtel vers 10h45, heure locale, après avoir frappé et appelé dans la chambre pendant 15 à 20 minutes, sans obtenir de réponse. Les agents ont classé l'affaire. Ouais, ok. Moi, j'aurais été à leur place, soit j'aurais défoncé la porte, vu vu ce qui avait été dit, hein, vu ce qui avait été dit, parce que, bah, comme ils l'ont dit au début de l'article, hein, dépendamment des documents, hein, ils étaient connus. Voilà, conformément aux décisions de justice, patati patata, le tribunal avait également interdit de filmer ces échanges et avait obligé à communiquer via une application de garde approuvée par le tribunal. Je peux vous assurer hein, que dans ce genre de situation, normalement, la police, elle a un dossier qui permet de remettre ça en avant et qui devrait normalement faire escalader ce genre de dossier au niveau alarme critique. Donc pour que des flics se déplacent et qu'ils disent bon bah ça répond pas, bon bah tant pis on classe l'affaire. C'était deux imbéciles aussi. Hein. Et ça, c'est indéniable. Moi, j'aurais été eux, soit j'aurais défoncé la porte, soit je serais allé voir le service de sécurité de l'hôtel au moment où je me serais déplacé. Vous vous rendez compte de la faute? Les flics qui disent bon, on classe l'affaire, et puis plus tard, ils découvrent qu'en fait, la mère, elle a flingué sa fille et qu'elle s'est flinguée par la suite. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a eu 2 coups de feu, parce qu'ils ne nous parlent pas de silencieux ou de quoi que ce soit. Hein. Ils nous disent juste qu'elles se sont flinguées. Donc il y a eu 2 coups de feu, et il n'y a personne qui a bougé. Comme quoi, il y a vraiment un problème. Le service de sécurité de l'hôtel a ensuite reçu les informations complémentaires de la part de la famille et de ses amis et est retourné dans la chambre vers 14h30 où ils sont entrés et ils ont trouvé les 2 victimes décédées. Donc le service de sécurité de l'hôtel, qui n'a pas les pouvoirs de rentrer dans la chambre, lui a fait le travail de la police. C'est quand même, j'allais dire c'est ironique, mais non, c'est pas ironique. C'est quand même scandaleux. La mère a tiré sur sa fille puis s'est suicidée, a déclaré Price lors d'une conférence de presse lundi. Il a précisé qu'un mot avait été retrouvé sur les lieux, mais a refusé d'en dévoiler le contenu. L'enquête se poursuit. Le médecin légiste a conclu que McGeehan était décédé d'une blessure par balle à la tête et a déclaré qu'il s'agissait d'un suicide.
Les causes et les circonstances du décès d'Adi restent à déterminer. Donc voilà l'hôtel. Les autorités n'ont pas communiqué de détails supplémentaires concernant un éventuel mobile. Contactée pour obtenir des précisions, la police métropolitaine a indiqué ne pas disposer de nouvelles informations. En fait, ils en ont. Ils ont le petit mot qui a été laissé. Mais par respect pour la famille et par besoin pour l'enquête, ils ne diront rien. Parce que si jamais ils dévoilent ça, ils pourraient potentiellement détruire l'enquête. Je le sais, je vous le dis, hein, j'ai été 15 ans en uniforme, et moi j'étais à la police métropolitaine de Londres. C'était un peu le même fonctionnement. Valérie Christine Muniz, qui s'est présentée sur les réseaux sociaux comme la tante d'Adi et la sœur de son père, a exhorté les gens à cesser de spéculer alors que la famille est en deuil. On voit déjà tellement de spéculations qui circulent, alors s'il vous plaît, aidez-moi simplement à répandre l'amour et les prières pendant que mon frère essaie de se remettre de ce qui s'est passé, a écrit Muniz. Je n'ai jamais vu un homme aimer et défendre sa fille comme il l'a fait tout au long de la vie d'Adi, a-t-elle ajouté. Le système les a abandonnés, lui et elle. Et tu vois, pour les femmes comme Sandrine Merci, qui viennent vous dire oui, mais quand vous vous battez, vous passez pour des attaquants, les juges, ils vont juger comme ça. Eh bien, les juges qui jugent comme ça, faut leur filer un bon coup de pied au cul et les virer du tribunal. Envoyez-les chez Pizza Hut, chez Domino, euh, ou chez McDo, où le seul risque qu'ils auront, c'est de se brûler en faisant cuire des frites. Mais là, au moins, il n'y aura pas d'autre gamin qui sera brûlé. Parce que quand un père, il essaye de prouver qu'il n'est pas violent, quand il essaye de prouver que ce qui a été mis à son encontre, ce sont des calomnies, c'est pour protéger son enfant. Voyez ? Et on ne devrait pas reprocher aux pères de se battre pour faire éclater la vérité et protéger leurs enfants. Parce que là, on a quand même eu des juges qui ont mis tout un système en place. Et on a quand même un historique, comme quoi la meuf, elle avait perdu temporairement la garde de sa fille, après qu'un juge avait estimé qu'un comportement susceptible d'éloigner Adi de son père. Et ben malgré tout, on a laissé faire. Et il y a un moment, le père, il n'a pas eu d'autre choix que de faire un pacte avec le diable. Parce que je ne vous ai pas tout lu encore, hein. On va continuer de descendre. Muniz n'a pas donné plus de détails. Une page GoFundMe créée par un membre de la famille décrit la perte comme inimaginable, indiquant que la famille est profondément choquée et affligée, alors qu'elle traversait des jours difficiles à venir. Vous voyez, le problème, il est là. J'ai rien loupé, je regarde. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Le père, il s'est rendu sur place, probablement parce qu'il devait y avoir un désaccord. Je vais présumer, hein. D'accord, je vais présumer de ce qui s'est passé. Mais je présume que, en fait, le père, il voulait se rendre à, comment dire, à cet événement de cheerleading, et ça n'a pas plu à la mère. Et la mère, elle a dit, bah, puisque je peux pas avoir ma fille pour moi toute seule, je vais la supprimer, et puis bah, je vais me supprimer ensuite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles font ça, parce qu'elles se disent que si jamais elles perdent la résidence principale ou la garde principale, c'est une défaite. C'est une défaite pour elles. Et plutôt que de se dire, bon, bah, j'ai merdé, et de se remettre en question, et de dire, bon, bah, finalement, j'ai merdé face à mon mari, hein, la preuve, c'est que elle avait perdu temporairement la garde. Mais au lieu de se remettre en question et de dire, bon, bah, je déconne, il faut que je rencontre mon mari à mi-chemin et que je fasse ce qu'il faut, eh ben non, elle a supprimé sa fille. Parce que pour elle, c'est mieux que la fille meure et que elle meure aussi, plutôt que la fille reste avec son père. Et ça faisait 10 ans que ça durait, hein. C'était depuis la naissance de la gamine. Donc voilà. Quand j'entends des femmes qui viennent me dire oui, les juges, ils vont vous juger en fonction de gna gna, et les femmes, elles ont le droit de foutre la merde dans la vie des enfants, ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui peut arriver. Du coup, voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, si vous êtes encore là. Ender March 1632, t'as mon salut. Et du coup, à la prochaine vidéo. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je suis désolé, je perds un peu mes mots, parce que ce genre de choses me frustre. Donc, à la prochaine vidéo, j'ai des sujets un peu plus marrants, je vais remettre des bêtises, mais je voulais pousser ma gueulante sur celui-là. Parce que moi-même, je suis un père, ça fait 2 ans, hier c'était l'anniversaire de mon fils.
Ça fait 2 ans que je l'ai pas vue. Ça fait 2 ans que l'ex-compagne, la mère de mon fils, fait tout pour rendre les choses difficiles. Et quand je vois ce genre de choses, bah, ça me retourne. Quand j'entends des vieilles poules la cacter et dire les pères, gna gna. Mettez-vous à la place des pères que vous pointez du doigt. C'est tout ce que je vous dirais. Voilà. Allez, ciao. À la prochaine.